Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un petit pas de côté pour aborder un sujet brûlant, l'impact de l'IA générative sur l'emploi. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir un grand amateur et un expert de la data, Nasri Badawi, cofondateur et président du think tank de l'Observatoire de l'IA et Deputy Head of Data Science dans un grand groupe du CAC 40. Nasri, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir partagé réciproque. Chouette. Bon, j'ai hâte de te mettre sur le grill. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus sur ce fameux think tank de l'Observatoire IA? D'ailleurs, quand je suis allée sur votre site internet, c'est marqué l'IA au service de l'environnement, de l'homme et de la France. Effectivement. Donc, moi, c'est Nasri Badawi. Je suis ingénieur de formation, passionné d'intelligence artificielle, que ce soit aussi bien d'un point de vue technique, technologique, que par rapport aux enjeux sociétaux que ça soulève, notamment en termes de transformation. Concernant mon parcours, j'ai 10 ans de conseil en data science, principalement autour de l'énergie, de tourisme et de l'hospitalité, et aussi du secteur public, avant de rejoindre effectivement un grand groupe du CAC 40 au sein de sa direction data science et IA. Et donc, effectivement, dans le cadre de mes activités extra-professionnelles, j'ai fondé un think tank qui est celui de l'Observatoire de l'intelligence artificielle. Et c'est un jeune think tank qui a principalement deux objectifs. Le premier, c'est de publier des recommandations et des préconisations en matière de politique publique sur l'intelligence artificielle, en plaçant vraiment les enjeux sociaux, environnementaux et les enjeux de souveraineté numérique au cœur de la réflexion. Et puis, le deuxième objectif, c'est tenter, entre guillemets, d'éclairer le débat public sur un sujet qui est complexe, Claire? pluridisciplinaire et sans parti pris de manière apolitique. Alors, l'EIA aujourd'hui est porté par par un travail collectif de nombreux consultants, ingénieurs, start-upers, chercheurs. Et donc, cette diversité de profils-là nous permet d'aborder, de traiter des problématiques de manière assez transversale et justement pluridisciplinaire pour avoir des études et des conclusions qui soient le plus exhaustives possible. C'est Alors, on a génial, hein, parce réalisé... que Ouais. tu as vraiment ce double profil et la casquette, voilà, tu connais cet univers-là du point de vue de l'entreprise, et puis en même temps, il y a une vocation plus large. Ça doit être passionnant, hein, ça va être super riche. Absolument. Et ça se reflète d'ailleurs dans la typologie des études que nous lançons. Donc là, typiquement, récemment, l'étude la plus récente porte sur un listing des préconisations et des recommandations aux cadres dirigeants et aux hauts fonctionnaires pour mieux appréhender les transformations induites par l'IA générative. Un autre exemple d'étude qu'on a pu avoir, c'est comment penser l'intelligence artificielle pour les territoires et par les territoires. Donc cette approche-là très décentralisée. Et puis, bien entendu, l'étude qui fait l'objet de cette discussion, qui est celle de l'impact de l'IA générative sur l'emploi, sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Claire, claire, claire. Puis c'est intéressant parce que des fois, ton approche, elle prend un petit peu de recul aussi par rapport à tous ces sujets. Donc, je pense que ça va pouvoir apporter de l'eau au moulin de pas mal de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Alors, Absolument. avec ce collectif, ouais, comme tu le disais, vous sortez une nouvelle étude qui analyse l'impact de l'IA générative sur l'emploi. Déjà, je suis curieuse, pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors, c'est vrai qu'il fait couler beaucoup d'encre, mais pas que. Pourquoi? Alors, effectivement, pour recontextualiser un petit peu la genèse de cette étude, en fait, ça fait suite à l'ascension fulgurante de ChatGPT qui a eu lieu début 2023 et qui a eu plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois et qui a été qualifiée de percée la plus rapide dans l'histoire en termes de nombre d'utilisateurs. Donc très rapidement à l'époque, Goldman Sachs avait publié une analyse très intéressante qui chiffrait à plus de 300 millions le nombre d'emplois qui étaient menacés à terme par l'IA générative. Et donc, ce sujet fait débat au sein de la communauté IA, et il l'a même clivé, puisque dans la foulée, il y a eu deux écoles qui sont sorties. La première école de communauté d'experts IA qui préconisait en fait une pause sur l'IA générative, une pause de 6 C'est mois. vrai, on l'avait vu Et ça. Il y avait des tweets exactement, qui passaient. absolument. Et puis des personnes de renom, hein, Mm, il y avait pour ne Yoshua pas les Benjo, citer. il y avait Yoshua Benjo qui est médaillé Turing, donc l'équivalent du Nobel en intelligence artificielle. Et puis à l'opposé, il y avait au contraire ceux qui prenaient une accélération de l'IA, enfin de l'IA générative, et qui faisaient partie de ceux qui pensent qu'il y aura une sorte d'autorégulation qui va se mettre en place autour de l'IA générative,
pour maîtriser les risques sous-jacents. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Et puis d'autre part, aujourd'hui, on constate que l'impact de l'IA générative est certain et a certainement aussi une portée sociale, entre guillemets, et ça s'inscrit complètement dans l'ADN du think tank. Et on ne pouvait rater ce type d'études Obligatoire. pour se forger notre propre conviction. Et en même temps, avec une certaine neutralité, hein, c'est un peu l'objectif. Exactement, exactement. C'est de manière apolitique, entre guillemets, tout en gardant dans notre ADN nos préoccupations sociales, environnementales et de souveraineté numérique. Donc, on essaie d'aborder systématiquement les problèmes, les axes d'analyse qu'on étudie selon ces 3 angles-là. Ok, très bien. Je suis très curieuse de savoir quelle méthode vous avez utilisée pour cette étude, parce que j'imagine qu'il doit y avoir un peu de data, non, dans l'histoire? Il y a toujours de la data dans l'histoire. Exactement. Et puis, il y a même de la data signée Union européenne, puisque je pense notamment à Eurostat, comme quoi les politiques publiques en matière d'open data sont fondamentales, entre autres datasets. Mais pour revenir sur le plan méthodologique, globalement, il y a 2 penchants importants qui sont à prendre en considération. La première dimension, c'est tout simplement d'estimer le nombre d'emplois impactés par l'IA générative. Et de ce point de vue-là, nous, on a projeté les éléments et la modélisation de Goldman Sachs sur un périmètre franco-européen, notamment via des portails gouvernementaux type Eurostat, l'INSEE aussi, qui nous ont permis justement d'avoir cette déclinaison par catégorie socio-professionnelle. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, le deuxième volet, c'est une estimation du nombre d'emplois créés de manière directe, indirecte ou induite. Et donc, pour ce faire, nous avons repris des éléments de la Banque mondiale qui nous dit, et qui établit en tout cas la corrélation entre le nombre de points de PIB gagnés avec le nombre d'emplois créés. Et donc, c'est cette corrélation-là que nous avons repris parce que, en fait, l'étude de Goldman Sachs reprenait aussi des promesses, entre guillemets, sur la croissance du PIB, qui était estimée à 8% sur 10 ans. Donc, nous avons là encore projeté sur un périmètre franco-européen et nous avons déduit en fait le nombre d'emplois qui seraient potentiellement créés grâce à cette croissance du PIB. Génial. Et puis en fait, c'est vraiment le solde des deux qui nous permet d'avoir une idée sur la dynamique. On est hyper curieux de connaître tes conclusions, mais avant d'y arriver, pourquoi ce sujet de l'IA générative, il est aussi pertinent aujourd'hui pour les hauts fonctionnaires et les cadres dirigeants, selon toi? Ok, alors il y a plusieurs raisons. La première, elle est toute simple, c'est que c'est lié en fait tout simplement à leur pouvoir décisionnaire et leur champ d'action. Donc ça, c'est vraiment la première raison d'ordre 1, je dirais. La deuxième raison, qui va se décliner par typologie de position. Donc pour les hauts fonctionnaires, en fait, les hauts fonctionnaires aujourd'hui, ils ont un devoir vis-à-vis des citoyens, un devoir d'efficacité de l'action publique. Et donc, cette efficacité d'action publique, elle peut être boostée, catalysée par le recours à l'IA générative. Donc ça, c'est le premier élément. Néanmoins, il y a aussi un devoir sur la qualité du service rendu aux concitoyens. Et donc, de ce point de vue-là, il faut être très prudent de ne pas avoir recours à de la GenAI de manière excessive ou alors surtout non maîtrisée. Je pense notamment au risque un peu intrinsèque d'hallucination, de toxicité, de confidentialité ou encore de biais de discrimination. Ouais. Et si je tire un peu le trait au niveau de la classe politique, l'enjeu est aussi de garantir et de réglementer un cadre éthique de ces technologies. Alors c'est très bien parce que l'AI Act récemment va dans ce sens et son entrée en vigueur permet d'aider à l'atteinte de cet objectif. Mais il y a aussi, par exemple, l'impact environnemental qui doit être pris en considération. Et de ce point de vue-là, rien ne nous empêche de penser, de concevoir des normes d'optimisation de code qui permettraient de réduire l'empreinte carbone aujourd'hui et surtout le volet très énergivore des algorithmes d'intelligence artificielle en IA générative. Très bien, super. Merci pour ces premières réflexions. Je te propose qu'on rentre un petit peu dans le dur. C'est quoi les... Alors, c'est en méga synthèse, hein, parce que voilà, votre étude est bien plus riche et exhaustive, mais toi, c'est quoi les grandes conclusions principales de votre analyse sur l'impact de l'IA générative sur le marché de l'emploi en Europe, donc, que tu retiens? Oui.
Alors déjà, il faut commencer par le premier constat de notre analyse, c'est que l'impact est certain et d'amplitude. Son amplitude est importante. D'accord. La question est de savoir si le solde de ces emplois positifs est positif ou négatif. Et puis d'évaluer aussi le nombre d'emplois qui vont être transformés. D'accord? Donc, pour que le nombre d'emplois aujourd'hui soit compensé et qu'on atteigne une sorte d'équilibre entre les emplois, entre guillemets, menacés et puis créés de manière directe, indirecte ou induite, il faut que la croissance du PIB liée à l'IA générative dépasse les promesses qui sont données par l'étude de Goldman Sachs. Donc, D'accord. je précise qu'il faut quand même prendre un peu ces chiffres globalement avec prudence parce qu'il s'agit d'analyses Bien sûr. relativement empiriques, mais c'est une des plus grandes conclusions à laquelle C'est on a une clé de abouti. compréhension, en tout cas, c'est un potentiel, c'est une possibilité. Exactement, exactement. Et puis ensuite, sur des conclusions peut-être d'ordre plus qualitatif, il y a deux vitesses aujourd'hui qui se confrontent. Il y a l'immédiateté de l'impact sur les métiers, de par un niveau d'adoption qui est record, hein, que ce soit au niveau des clients ou des employés eux-mêmes. Or, l'émergence des nouveaux métiers s'inscrit dans une temporalité qui est plus lente, Mm. puisqu'il va correspondre à une transformation des operating models au niveau des organisations, qui lui-même est bien plus lent. Et puis, il va falloir les Euh, former, enfin, tu as tout le Absolument. cheminement qui va amener jusqu'à ces profils. Il y a tout le volet change et Mm. conduite de changement qui doit être mis en place. Néanmoins, on observe d'ores et déjà de nombreux métiers, de nombreux nouveaux métiers apparaître. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a les LLM Ops, les Gen AI Engineers, etc., qui sont les métiers directs qui sont en train d'apparaître. Et puis, il y a d'autres métiers de manière un petit peu plus indirecte qui vont évoluer, se transformer, voire se techniciser, entre guillemets. Je pense notamment sur tout le volet digital marketing. Aujourd'hui, le barycentre de l'activité de digital marketing est presque plus côté technique que pur marketing. Mm. Et cette tendance-là va se renforcer sur beaucoup de fonctions centrales, support et cœur métier. Très bien. Concrètement, justement, en se basant sur cette étude, quelles actions, selon toi, devraient être entreprises par les décideurs publics, privés, face à ces évolutions? Vous avez des grandes recommandations? Oui, je peux en citer quelques-unes. Alors, la première, ça ne va pas surprendre grand monde, mais je pense que c'est important de rappeler, c'est de faire évoluer et accompagner l'évolution des compétences. Acculturer et former reste un enjeu majeur, puisque aujourd'hui, l'adoption et l'appropriation de ces technologies est déjà bien démocratisée, et donc il faut bien accompagner pour une plus grande maîtrise, et Oui. puis surtout s'assurer d'un usage qui soit approprié. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on risque une sorte d'obsolescence, aussi bien d'un point de vue business, entre guillemets, et aussi en termes d'attractivité, puisque aujourd'hui, les nouvelles générations sont très prudentes par rapport à ces éléments-là, et ça fait partie de leur centre d'intérêt. Deuxième conclusion, c'est de penser les métiers du futur. Aujourd'hui, la transformation des organisations et la mutation même des modèles économiques sont importantes, presque tous secteurs confondus. Donc, c'est soit on subit ces transformations-là, soit on est au retard aussi au détriment au prix d'un retard concurrentiel, Mm. ou alors on les anticipe et puis on essaie d'en extraire des opportunités. Last but not least, peut-être surtout mettre on ne le répétera jamais assez, mais mettre en place une gouvernance autour de l'IA générative, parce qu'aujourd'hui, le marché est en effervescence, donc il faut une veille technologique, il faut une veille sectorielle, et il faut aussi des frameworks, des cadres qui Mm. permettent de maîtriser au mieux les risques qui sont sous-jacents à l'IA générative et qui permettent ensuite d'exploiter pleinement les opportunités de l'IA générative. C'est un peu ça ce qui ressort de ton étude, hein. C'est vraiment cette sensation de cet impact énormissime qui est en train d'arriver, mais du fait, le cadre devient encore plus nécessaire et vital pour en tirer tout le potentiel et puis accompagner ça, quoi. Exactement. Et c'est pas propre en fait au secteur privé, puisque si on regarde aujourd'hui le secteur public, aujourd'hui les usagers entre guillemets ou les citoyens, ils ont aussi pleinement adopté ce type de technologie. Et je pense que les administrations publiques, les préfectures, les collectivités territoriales, etc., ils doivent partir du principe que les citoyens sont plus à jour sur ces technologies-là que les administrations elles-mêmes. Ouais. Et elles doivent créer le comment utiliser ça dans le cadre de sur leur périmètre, dans le cadre.
Exactement, exactement. Et l'une des manières de réussir ce comment, comme tu dis, Florence, c'est d'initier une démarche qui soit très collaborative et participative avec les citoyens, entre les citoyens et le service public, puisque c'est ce qui va aussi permettre de générer de la confiance, de l'adhésion, et puis de faire émerger des cas d'usage qui soient le plus pertinents pour le service public. Très bien, super. Tout à l'heure, on parlait des nouveaux métiers qui émergent grâce à l'IA générative. Tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, alors, faut distinguer quelques catégories. Il va y avoir bien sûr les métiers créés de manière très directe, indirecte, induite, et aussi les métiers qui vont être fortement transformés. Donc, sur le volet métiers directs qui vont être créés, il y a bien sûr l'émergence aujourd'hui des LLM Ops. Ce sont des positions qui vont être spécialisées dans la mise en production et l'opérationnalisation des LLM, hein, des grands modèles de langage. Il va y avoir le prompt engineering aussi. Donc, ce sont vraiment ces spécialistes-là qui vont être experts sur toute l'activité conversationnelle avec l'IA générative. Très bien. Et puis, il peut y avoir aussi des positions qui sont aussi très intéressantes, comme les AI Ethics Officer, qui vont être garants en fait, d'un usage approprié de l'IA générative vis-à-vis de la culture de l'entreprise, par exemple, et qui, normalement, font un reporting de assez haut niveau, typiquement les COMEX. Et ça, D'accord. c'est sur le volet direct. On peut citer des volets indirects, comme je disais un petit peu tout à l'heure, sur les positions ou les postes de CloudOps, de FinOps, et aussi toutes les équipes de data gouvernance qui vont être renforcées en termes de data manager, data steward. Les enjeux, ils sont vraiment étroitement corrélés à ces disciplines-là. Il va y avoir les métiers qui sont induits. Donc, ça, si on veut être théoriquement rigoureux, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dissous, entre guillemets, et qui est lié, en fait, à la richesse qui est générée par l'IA générative. Donc, ça peut toucher tout corps de métier. Très bien. Voilà. Et puis, les Ah, métiers c'est pas mal déjà. transformés, on en a parlé un petit peu. Ouais. Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Selon toi, comment est-ce qu'on peut anticiper ces changements au niveau des politiques publiques? C'est Alors, possible déjà vaste question. d'anticiper? Euh, En toute modestie, je penserais, enfin, je dirais que c'est quand même assez compliqué. On peut essayer d'anticiper certaines tendances et prendre action par rapport à cela. Mais je pense néanmoins cet exercice reste nécessaire, même si directionnellement, je pense, enfin, pardon, dans le détail, ce sera compliqué, mais directionnellement, je pense, c'est important de se fixer un cap. Et ton Et étude est donc, un bon outil pour ça d'ailleurs, hein. Tout ce qui est observatoire sur disons l'IA, qu'on ça y participe. ouais, on s'inscrit dans cet état d'esprit-là. Très bien. Et si on veut en tirer quelques éléments qui nous permettront peut-être de mieux anticiper les futures tendances, je pense tout d'abord il faut très probablement actualiser aujourd'hui l'arsenal législatif sur ces sujets, que ce soit en termes de process, Mm. aujourd'hui, c'est des process qui sont, enfin, je parle des processus conventionnels de légifération, ils sont beaucoup trop chronophages par rapport à une évolution technologique qui est beaucoup plus rapide. Mm, mm. Aussi en termes de compétences, c'est important que les juristes soient acculturés sur ces sujets-là. Et puis peut-être deuxième aspect, on entend souvent parler de la nécessité de mettre en place un équilibre entre la réglementation et l'innovation. Je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle permet d'accroître, entre guillemets, la confiance et même le niveau d'adoption que peuvent avoir les citoyens dans l'usage des algorithmes d'IA génératifs. Donc, c'est important. Et puis, je pense cette notion, où il y a aussi cet enjeu de ne pas opposer les deux, puisque moi, j'ai l'intime conviction que la réglementation peut être et doit être source d'innovation. Mm, Je mm. pense notamment dans le secteur des véhicules électriques. C'est bien la réglementation et les normes sur les émissions de carbone appliquées aux voitures, notamment aux SUV, qui a fortement promu le développement des voitures électriques. On peut aussi citer les normes énergétiques des bâtiments. Bien sûr. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, moi, j'ai vraiment l'intime conviction que la réglementation n'est pas une contrainte. La réglementation n'est pas une contrainte à l'innovation, mais bien au contraire, un catalyseur. Euh, Ça, Puis peut-être, ce serait un ouais, autre débat, à mon avis. c'est un large débat. Oui. C'est un large débat. Peut-être sur des actions peut-être un petit peu plus
pratico-pratiques, il y a le fait de favoriser les partenariats publics-privés et de mettre en collaboration un petit peu toutes les parties prenantes, les administrations, le secteur privé et les universités et centres de recherche Mhm. pour justement, on en parlait tout à l'heure, anticiper au mieux les tendances technologiques qui vont arriver. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nasri, hein. C'était vraiment un échange extrêmement riche en perspective et en prise de recul en même temps. Je pense que grâce à toi, on se rend vraiment compte que l'IA générative, elle va profondément transformer le marché de l'emploi, même si on n'en doutait pas, mais voilà, on voit un petit peu les tendances vers lesquelles ça va aller. Et c'est vraiment crucial pour les organisations aujourd'hui, publiques ou privées, de se saisir de ces enjeux dès maintenant. Je pense qu'on a un peu senti l'urgence encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, de notre côté, chez Datalogy, on œuvre aussi un petit peu à notre niveau en développant cette fameuse culture de l'IA générative dans les grandes entreprises, hein, en essayant d'offrir aux collaborateurs des éléments de référence compréhensibles de tous et puis qui permettent de développer cette adoption, mais une adoption, comme tu le disais, réfléchie, éclairée et dans un cadre qui convienne par rapport à la culture de l'entreprise. Et c'est un peu ça tout l'enjeu. Donc, c'est pas du tout le même type d'acculturation que pour la data qu'on peut faire. C'est pas du tout les mêmes pratiques. Merci beaucoup, Nasri. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir bientôt, peut-être pour nous présenter une nouvelle étude. Qui sait? Avec grand plaisir, Florence, puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.